Madame, monsieur, bonsoir. Droits de l'homme au menu de questions d'actu ce soir. Et l'actu, c'est ce rapport soumis par le Maroc à l'ONU via le ministre de la Justice dans le cadre de la 41e session du Conseil des droits de l'homme et de la 4e session de l'examen périodique universel, où 120 personnes ont participé à ce débat qui s'est tenu la semaine dernière, rappelons-le, à Genève. Débats qui ont abouti sur 306 recommandations pour les 14 pays programmés dans cette session. Pour le Maroc, le secrétaire général de la délégation interministérielle aux droits de l'homme, Abdelkrim Boujradi, a assuré pour sa part que les questions soulevées trouveront place parmi les nombreux chantiers structurants qui ont été lancés dans le royaume. Et ce, afin que les droits de l'homme contribuent à son édifice sociétal authentique, moderniste et solidaire. Fin de citation. En revanche, plusieurs pays membres du Conseil des droits de l'homme ou des Nations Unies, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada et l'Espagne, entre autres, ont exprimé leurs vives inquiétudes quant à la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie. Leurs recommandations au gouvernement algérien pour remédier à ces atteintes massives aux droits humains sonnent comme un sévère réquisitoire. En réponse, l'Algérie a formulé un argumentaire mensonger concernant ses engagements de coopération avec les mécanismes de l'ONU. Pour ne citer que l'exemple du comité contre la torture qui avait décidé de suspendre son dialogue avec l'Algérie en raison justement de son refus de collaboration. Et pour le débat de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord sur le plateau de questions d'actu professeur Mostafa Sahimi, politologue et professeur de droit. Bonsoir professeur Sahimi. Bonsoir. Et par Skype, un autre Mostafa cette fois, Mostafa Tossa, mon cher confrère éditorialiste qui se joint à nous depuis Paris. Bonsoir Mostafa Tossa, comment ça va? Bonsoir Khadija, ça va très bien, merci. Vous avez commencé avec un peu de pédagogie d'abord, pour comprendre un peu comment ça marche, l'examen périodique universel. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Professeur Sahimi. C'est un processus qui a été décidé par l'Assemblée générale des Nations unies en 2006, qui a donc une quinzaine d'années. Et c'est un processus qui vise à évaluer la situation des droits de l'homme dans les pays, dans les 193 membres de l'ONU. Alors, il y a eu, à partir de cela, il y a eu la création du Conseil des droits de l'homme, dont le siège est à Genève. Et il y a des rendez-vous périodiques, tous les 6 mois en principe, etc., pour auditionner un certain nombre de pays. En l'espèce, il y avait 14 pays qui étaient auditionnés lors de cette rencontre. Et comment ça se passe? La procédure est simple. Il y a des recommandations qui sont faites sur la base d'un travail en amont par des rapporteurs. Il y a rapporteurs onusiens ou autres qui transmettent qui transmettent à une cellule un certain nombre d'éléments, d'informations. Il y a le pays considéré qui vient présenter son rapport. Il y a ensuite des réactions suite à ce rapport. Et puis ça finit, dernier point de la procédure, par des recommandations. J'étais là-bas la semaine dernière précisément pour suivre ça. Et je voudrais observer tout de suite que le Maroc a été entendu mardi après-midi, on va y revenir, mais le mardi matin, c'était la Tunisie. Et je puis vous dire que le réquisitoire fait à l'endroit de ce pays frère, donc nous on continue à dire un pays frère, était accablant. Il y avait d'ailleurs... En même temps, c'est prévisible avec tout ce qui Oui, il y avait passé, en plus des stands à l'entrée du bâtiment des Nations Unies, donc avec des photos de disparus, de réprimés, etc. Donc voilà pour ce processus. C'est un processus d'évaluation qui permet d'avancer dans la voie de la consolidation des droits de l'homme et des libertés. Très bien. Mostafa Tossa, alors, le Maroc, parmi les 14 pays qui ont été programmés lors de cette session de l'examen périodique universel, a présenté son rapport en matière de droits humains. Que peut-on en retenir? En fait, avant de répondre à cette question, si je veux utiliser une métaphore scolaire, je dirais que c'est le baccalauréat en contrôle continu des États sur les droits de l'homme devant les Nations Unies. Chaque pays vient avec ses rapports et l'ONU vient avec ses remarques, ses objections, ses contrôles, et elle donne des directions et elle donne
ou alors des points, des évaluations pour dire là ça marche pas, là il faut faire des efforts, là il faut investir encore plus. Et c'est ça. Donc tous les États se présentent à ce comité des Nations Unies, à ce Conseil des Nations Unies, pour justement qu'ils soient mis sous la lumière internationale des Nations Unies et des autres organisations. Pour ce qui est du Maroc, moi je crois que le professeur Sahimi a parlé de la Tunisie et de l'Algérie. Le Maroc est de loin a le bilan le plus positif. C'est sûr que rien n'est parfait dans ce monde. Il y a toujours des démarches à accomplir pour atteindre la perfection. Mais même chez les pays occidentaux, dans les pays dits classiquement, traditionnellement démocratiques, il se trouve que des fois, ils sont épinglés pour des comportements, pour des attitudes de droits de l'homme. Donc, le rapport qui a été présenté par le Maroc a essayé de défendre un peu les acquis, a essayé de défendre ces tentatives d'inscrire la culture des droits de l'homme au sein des institutions même de l'État pour justement ne pas connaître de recul, ne pas connaître de violation et garantir aux citoyens marocains la plus large marge de liberté, que ce soit au niveau de la presse, des droits politiques et des autres droits civils. Et ça a été, vu les échos qui nous sont parvenus à Paris, ça a été accueilli très positivement, avec bien sûr quelques critiques et quelques recommandations pour que l'avenir soit encore meilleur que le présent. Et donc, si on veut comparer la situation des droits de l'homme au Maroc par rapport à son environnement arabe et africain, le Maroc est un des pays où les droits de l'homme sont le mieux respectés au regard des critères même des Nations Unies. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'image du Maroc et pour cette volonté marocaine de faire du droit de l'homme quelque chose d'institutionnel et non pas quelque chose d'opportunément politique. La culture des droits de l'homme doit intégrer la police, la gendarmerie, l'armée, les partis politiques, les structures de l'État. Et ça, le Maroc est déjà très avancé par rapport à ses voisins maghrébins ou africains. Justement, que peut-on retenir, Moustapha Sahimi, vous y étiez. D'abord, que peut-on retenir sur le contenu, sur le fond, mais aussi sur les réactions après la présentation de ce rapport? Parce que vous y étiez, justement, un petit retour sur expérience peut-être. Alors, d'abord, la composition de la délégation marocaine est intéressante à relever. Il y avait le ministre de la Justice, donc Abdelatif Wahbi, il y avait notre ambassadeur à Genève, Omar Nibel, et il y avait le secrétaire général, vous l'avez dit, de la délégation aux droits de l'homme, et il y avait une bonne quinzaine d'ONG marocaines. C'est ça qui est intéressant à relever. Et donc, c'était là une manière de montrer que c'est une affaire d'État, évidemment, donc avec son prolongement diplomatique, mais c'est aussi une mobilisation de la société civile, et une société civile diversifiée, pluraliste. Et je crois que ça, c'est... C'est-à-dire, en fait, il y avait des ONG, peut-être pour les droits de la femme, d'autres sur d'autres secteurs, peut-être. Vous voulez creuser l'histoire du pluralisme, je vais m'en expliquer. C'est-à-dire, ça couvrait l'échiquier politique. Et oui, il y avait des ONG qui sont connues pour des positions progressistes, activistes, etc., qui étaient là. Il y a d'autres qui étaient spécialisés dans des thématiques particulières. J'ajoute, puisque vous me posez la question, que parallèlement à ce travail-là, qui est un travail d'État, un travail dans le cadre des Nations Unies, il y a eu une conférence le mardi soir au siège de l'Association internationale qui est à Genève, qui est le centre habituel des conférences, avec une dizaine d'ONG, avec des dizaines de participants, et votre interlocuteur a animé ce débat. Donc on a continué à titre académique. Moi, j'ai été là-bas en tant qu'universitaire, académique. Donc, il y a eu un débat pendant 2 heures sur ça, sur les difficultés, les avancées, tout ça, etc. Maintenant, sur la participation concrète du Maroc, le ministre de la Justice a fait un exposé d'une 40aine de minutes, un texte d'une 20aine de pages, et il y a eu ensuite un certain nombre de réactions, une 30aine de réactions. Je puis vous dire, et vous savez comme je suis avare de compliments, je puis vous dire que la tonalité générale était positive. Elle était positive, par exemple, de la Fédération de Russie, qui a salué les efforts du Maroc. La Turquie,
d'autres pays, évidemment, les États-Unis, la France, de l'Espagne, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, d'autres pays. Donc c'était une tonalité avec, il faut parler clairement, évidemment le fait que des avancées soient saluées, avec une consolidation des acquis, mais aussi des recommandations pour des questions qui sont en instance. La question de la peine de mort est revenue. La question des violences faites aux femmes, aussi c'est revenu. La question du statut de l'héritage, du régime juridique de l'héritage des femmes, etc. Et le ministre a dit qu'il y avait des chantiers, il y avait des réformes, il y a un code de procédure pénale, procédure civile qui est dans le circuit législatif. Il y a une réflexion nationale sur l'héritage, et ça c'est un débat sociétal qui appelle donc à prise en compte de variables et de constantes. Et je crois que c'était important de montrer que le Maroc, moi j'ai suivi souvent ces questions-là ailleurs, dans d'autres cadres, etc. Le Maroc était à l'aise. Le Maroc était à l'aise, sans plastronner, avec une volonté exprimée d'aller de l'avant. Je crois que ça a été relevé par les différentes interventions des États membres. Je crois que c'est important de continuer dans cette voie. En plus, Mustapha Tossa l'a dit, non seulement la pratique démocratique qui est tout à fait significative, mais nous avons un socle normatif, constitutionnel. La Constitution de 2011 comprend une vingtaine d'articles qui sont un bloc avancé des droits et libertés. Quels sont les pays maghrébins, africains ou arabes qui peuvent exciper de ce même capital? Je n'en vois pas beaucoup. Et en fait, la conjoncture aussi dans laquelle est survenue cette réunion à Genève, précédemment, quelques jours avant, il y a eu ces sorties du ministre de la Justice, Abdelatif Ouabi, sur justement des dossiers concernant la liberté individuelle. Alors en fait, donc, c'est un travail, Mustapha Tossa, qui a été entamé et aujourd'hui qui passe à une nouvelle étape. Bien sûr, on ne peut pas peut-être ne pas prendre en compte les contraintes qui existent. Est-ce que cela est revenu dans les recommandations? Quelles sont peut-être aussi les actions qui ont été entreprises par le Maroc, qui ont été certes applaudies, mais aussi sur ce qui reste à faire en tout cas, et avec les sorties, c'est pour ça que je parlais des sorties du ministre de la Justice, est-ce qu'on va dans ce sens-là, de dépasser certains freins encore qui subsistent, sociétaux ou autres d'ailleurs, hein. Oui, en fait, Khadija, comme l'a si bien souligné le professeur Sahimi, c'est une dynamique marocaine intéressante qui a été adoubée sur le plan international et dans une structure qui n'est pas n'importe quelle structure, ce sont les Nations Unies. Quand des pays importants vous disent ou vous complimentent sur un certain nombre de points, ce n'est pas rien. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, mais ça veut dire que vous êtes dans la bonne direction. Et ça veut dire que vous chevauchez la bonne dynamique. Bon, il reste des choses, bon, l'histoire de l'héritage, enfin, l'histoire des lois qui sont proprement, j'allais dire, marocaines, pour ne pas dire autre chose, mais qui ne sont pas compatibles avec ce qui est universel. Pas encore compatible avec ce qui est universel. Alors justement, c'est là où se pose la question. Est-ce qu'on peut parler de droits de l'homme universels? Mais il y a aussi, chaque pays est régi par un certain nombre de critères et d'obligations, entre guillemets, qui font qu'on ne peut pas avoir des droits de l'homme universels, à part bien sûr la base. Et c'est ça, c'est un débat qui est là depuis quelques années maintenant, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dépasser cela et parler vraiment d'un système de droits de l'homme universel? C'est toute la question et toute la problématique, elle est là, c'est de savoir quelles sont les démarches, quelles sont les prises de position qu'on va prendre au niveau national, au niveau marocain, pour se rapprocher le plus de l'universel, pour ne pas le contredire, pour ne pas rester en écart de cet universel-là. La tendance, la culture des droits de l'homme, elle est universelle, mais des fois, elle se confronte à des spécificités nationales ou même locales. Et un certain nombre de pays comme le Maroc sont arrivés à installer une dynamique qui se rapproche de plus de l'universel. Par contre,
d'autres pays qui ne respectent pas du tout ces droits de l'homme, ils restent sur le plan de l'autoritarisme politique. Qui n'a rien, qui se contredit ouvertement avec l'universel. Alors, ce qui a été complimenté et applaudi par cette réunion au niveau du Maroc, c'est qu'il voit que cette dynamique-là, que le Maroc est en train de prendre un certain nombre de décisions sur des sujets extrêmement sensibles socialement, sur le plan social et sur le plan religieux, qui se rapprochent plus de l'universel que du national. Et ça, c'est une dynamique qu'on ne peut pas arrêter. C'est une question de temps. Même les chantiers que le professeur Srimi a évoqués, a survolé tout à l'heure, les changements et les rendre compatibles avec l'universel, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est pas une question de blocage interne, ce n'est qu'une question de temps. Et bien sûr, il y a la volonté politique de les mettre en pratique. La peine de mort, l'héritage, le statut de la femme réellement dans l'architecture générale des droits de l'homme, la liberté de la presse au sens profond et large du terme, tous ce dossier-là, le Maroc est sur une dynamique de se rapprocher davantage de l'universel plutôt que de l'autoritarisme local ou régional. Alors le Maroc... Justement, puisqu'on parle de réaction par rapport aux avancées enregistrées par le Maroc, il y a cette résolution 2654 qui a salué l'institution des commissions du CNDH, du Conseil national des droits de l'homme. Professeur Srimi. Oui, vous me permettez de prolonger la réponse de notre ami Moustapha Toussa. C'est un débat de fond. Il y a le socle des valeurs universelles. Tout le monde adhère officiellement, en tout cas, ce socle des valeurs universelles. C'est une civilisation porteuse de droits et de libertés. À côté de ça, il y a des contraintes. Quelles sont les contraintes au Maroc? Les contraintes sont de deux ordres. Bien sûr, quand nous situons, et la Constitution le rappelle dans son préambule, nous situons dans cette perspective historique d'adhésion et de concrétisation des droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. Mais il y a des contraintes. Première contrainte, c'est la contrainte religieuse. Oui, il faut rappeler ce qu'avait dit le souverain à différentes circonstances. En tant qu'amir al-Mouminin, il dit « Je ne peux pas autoriser ce qui est interdit, je ne peux pas interdire ce que tu autorisé. » Pourquoi ? Parce que c'est normatif. Parce qu'il est amir al-Mouminin et l'un des attributs de sa charge, c'est la protection de l'islam, la préservation de l'islam. Bien. Et donc, pour ce qui est, par exemple, de l'héritage, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est normatif. C'est normatif. La part de la femme et la moitié, vous savez, de celle de l'homme, c'est normatif. Donc, il y a là une réflexion qu'il faut mener. Il y a un travail d'ijtihad de tout le monde, etc. Deuxième contrainte cumulative à cette contrainte religieuse, c'est la société. Vous ne pouvez pas décréter des réformes qui ne sont pas consensuelles et qui sont susceptibles de cristalliser des polarisations et des divisions au sein de la société. Je pense aux FIMER, je pense aux relations hors mariage, je pense à un certain nombre de choses, etc. Il y a une société, il faut évidemment vulgariser, sensibiliser, mais ça pèse dans la décision politique et dans la définition des politiques publiques en maintenant. Maintenant, pour ce qui est de la référence au Conseil de sécurité, à la résolution 2654, c'est important parce que, entre autres, la haute institution onusienne salue les efforts du Maroc dans l'accompagnement des mécanismes de concertation avec les organes spécialisés des Nations Unies pour ce qui est des droits de l'homme. C'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas d'obstacle. Les experts sont venus, les commissions sont venues. Elles sont venues où? Elles ne sont pas venues à Rabat, elles sont venues à Dakhla et à Laayoune. Elles ont passé des semaines à auditionner, à voir, à entendre, etc. Donc il y a bien quelque chose qui se fait. Il y a des relations de coopération avec le CNDH, avec les deux antennes régionales du CNDH, l'une à Laayoune et l'autre à Dakhla aussi. Donc il y a un travail qui est fait. C'est important. Pourquoi? Parce que ça procède d'une volonté politique du Maroc, c'est-à-dire je fais et je montre que je fais et je vais vous montrer que je fais. Venez voir sur place. Deux, c'est un projet de société. C'est un projet de société emblématique qui intéresse en particulier les provinces du Sud, et c'est le meilleur démenti que l'on puisse faire à la propagande du pays voisin. Pourquoi? Parce que dans le pays voisin,
les organes spécialisés des Nations Unies pour ce qui est des droits de l'homme ne peuvent pas se rendre dans les cantines d'ouf, mais on va sûrement y revenir. Oui, avant, justement, dernière question en ce qui concerne le Maroc. Un siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de 2023-2025, que signifie cela, messieurs? Mustafa Tossa. Je crois que le mécanisme de ces désignations, c'est des mécanismes automatiques, presque automatiques. Il n'y a pas de gloire à tirer d'appartenir à cet organisme. Bien sûr, c'est toujours quelque chose de positif quand un pays est dans la cabine de commande, si je peux me permettre. Mais quand on voit qu'il y a d'autres pays qui sont loin de respecter les droits de l'homme et qui sont loin de briller sur ce domaine, parce qu'il y a un mécanisme presque administratif qui intervient et qui aussi occupe ce genre de poste, je crois qu'il n'y a pas vraiment de gloire médiatique ou politique à tirer de cet état de fait. Je pense que le professeur Sribi ne partage pas cet avis. Ça nous arrive d'être en désaccord, mais sur un point précis. Le Maroc est membre fondateur du Conseil des droits de l'homme, il faut le dire, de ce conseil qui siège à Genève. Il est membre fondateur, bien. C'est son 3e mandat. Il a été élu en 2004-2006, il a ensuite été élu une 2e fois, avec même le poste de vice-président, et cette fois-ci, il a été élu, il y a un mois, par un vote de l'Assemblée générale des Nations unies, donc membre de ce Conseil des droits de l'homme de Genève. Quelles sont les prérogatives, justement, en tant que membre de ce Conseil des droits de l'homme? J'y viens. C'est pour ça que je demandais que signifie cela pour le Maroc. Il a été élu pour un mandat de 3 ans, avec une très forte majorité écrasante de 178 voix sur 193 membres des Nations unies. Vous m'accorderez que c'est qu'une forte majorité. Alors, ce conseil, il a pour mission quoi? Il a pour mission de voir les avancées des questions de droits de l'homme dans le système international, donc au sein des pays membres. Alors, ça se fait pas tous les ans pour les 193 États membres, ça se fait par lot, par catégorie. Et donc, nous sommes aujourd'hui c'est un conseil qui comprend 45 membres, 46 membres. Il est élu sur une base géographique régionale. Et là où je suis en désaccord avec mon ami Mustafa Tossa, c'est le fait de dire que c'est pas important. Si, c'est important, parce que le Maroc a été élu dans le cadre de l'élection de 13 pays représentant l'Afrique. L'Afrique compte 54 pays, le Maroc a été élu pour la 3e fois, donc c'est un vote, comme j'ai dit, à une majorité écrasante. Je conseille donc là pour suivre les questions des droits de l'homme, leur évolution, et œuvrer à ce qu'il y ait une culture de l'état de droit, des libertés, et en même temps à accompagner les États, une sorte de monitoring permanent pour concrétiser la pratique des droits de l'homme. C'est utile. Et c'est utile que le Maroc soit dans cette instance-là, parce que c'est une tribune qui va avoir un effet levier et d'amplification, si je puis dire, sur tout ce qui est fait en interne aujourd'hui sur le plan intérieur marocain, mais également dans les provinces sahariennes, ce qui est le meilleur démenti que l'on puisse faire à la propagande adverse, parce que nous sommes dans ce schéma-là. Nous sommes dans ce schéma où la majorité des pays reconnaissent les avancées, les acquis du Maroc, mais il y a notamment le pays voisin et quelques alliés que vous connaissez qui nourrissent des fausses informations, qui font de la propagande tout à fait irrecevable. Ouais, irrecevable d'ailleurs même sur la scène internationale. Si on compte le nombre de pays qui ont adressé des critiques à Genève même, à l'encontre de l'Algérie en termes d'application des droits de l'homme, d'ailleurs universels. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit tout le monde adhère officiellement à ces valeurs universelles des droits de l'homme. Après, sur le terrain, c'est tout à fait autre chose. Que signifie un tel consensus, j'ai envie de dire, international? J'ai cité tout à l'heure les États-Unis. Il y a le Canada, la Grande-Bretagne, l'Espagne. Bon, la France, non, ne s'est pas prononcée, peut-être pour les raisons qu'on connaît. Mais en tout cas, il y a comme un consensus pour tirer la sonnette d'alarme sur la situation des droits de l'homme en Algérie, Mustafa Tossa. La France, oui, pardon. Attendez, Mustafa Sribi. La France a observé le mutisme le plus total pour ce qui est du rapport sur l'Algérie. Il fallait le dire et c'est dit.
J'y fais allusion, vous confirmez, Mustafa Tossa, oui. Et c'est un mutisme qui était contraint. On sait que la position de la France sur l'Algérie est contrainte. Elle ne peut pas dire tout ce qu'elle pense, elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut parce qu'il y a une contrainte quelque part. Mais moi, avant de répondre à cette question sur l'Algérie, moi, je voulais revenir et je souscris tout à fait sur l'intérêt qui a été démontré par le professeur Srimi que le Maroc puisse siéger dans ce genre de forum et dans ce genre d'institution. Moi, j'ai mis un bémol parce qu'il arrive que des pays qui ne sont pas du tout champions des droits de l'homme, qui même des fois ils sont allergiques aux droits de l'homme, se retrouvent dans ces structures-là. C'est pour ça, moi, j'avais mis un petit bémol pour ne pas crier victoire comme ça. Mais effectivement, le Maroc, c'est très bien que le Maroc puisse occuper l'espace institutionnel sur le plan international sur ces questions très sensibles. Pour revenir à l'Algérie, alors ce qui s'est passé à Genève, c'est que autant le Maroc a présenté un rapport qui était détaillé, argumenté, où on sent qu'il y avait une dynamique qui change et qui est amenée à se développer, autant l'Algérie a présenté un rapport virtuel, un rapport qui n'a aucun lien avec la réalité, un rapport fantasmé des droits de l'homme sur l'Algérie. Surtout qu'il couvre ce rapport, Mustafa Tossa, pour que je précise à nos téléspectateurs, ce rapport adressé par le gouvernement algérien couvre la période 2017-2022. C'est une période quand même qui a été empreinte de beaucoup de mouvements sociaux, en l'occurrence. Et quand je dis rapport fantasmé, c'est qu'à lire ce rapport et à entendre un petit peu le ministre de la Justice qui était en train d'en donner le contenu, on a l'impression que le gouvernement, la présidence Tebboune, c'est une présidence qui a accompli toutes les demandes formulées par le Hirak algérien. Alors que dans la réalité, elle est venue le tuer dans l'œuf et l'empêcher d'avoir une progression politique. Donc, tout ce qui a été dit par le rapporteur, le responsable algérien, ça n'avait aucun lien avec la réalité. En Algérie, on peut entrer en prison parce qu'on a fait un post sur Facebook. En Algérie, il est interdit de manifester, même pour soutenir la cause palestinienne qui est, on le sait, la grande thématique championne du régime algérien. Ils disent qu'ils sont pour la Palestine, mais ils empêchent les Algériens de manifester dans la rue pour la Palestine. En Algérie, à n'importe quel moment, on peut vous accuser de terrorisme. Tous les opposants qui sont en France ou ailleurs sont accusés de terrorisme. Dès que vous critiquez le régime algérien, vous avez droit à un mandat d'Interpol pour terrorisme. Donc, c'est vraiment le pays où les droits de l'homme sont absents. Et à entendre le rapport de l'Algérie, on a l'impression qu'on vit dans un autre pays. D'ailleurs, tous les pays qui se sont exprimés ont critiqué violemment, de manière sourde, ce rapport et ont ramené le rapporteur algérien à la réalité qui est celle d'un pays qui a fait de la violation des droits de l'homme et de la liberté d'expression un mode de gouvernance et de fonctionnement au quotidien. Donc vraiment, dans ce bras de fer entre le Maroc et l'Algérie, le Maroc a beaucoup gagné en termes d'estime positive, d'image positive, et l'Algérie a perdu parce que le monde entier a vu la réalité de ces violations quotidiennes des droits de l'homme. Et ça va être un élément, un facteur de pression supplémentaire sur ce régime algérien. Et on sent qu'il est acculé de toutes parts, sur le plan politique, sur le plan médiatique, sur le plan diplomatique et maintenant les droits de l'homme. Et on sent que ça va craquer d'un moment à l'autre. Et alors, ce qui était révélateur à Genève, c'est qu'on a une schizophrénie algérienne qui s'est exprimée devant les tribunes, d'un pays rêvé, fantasmé, alors que la réalité est tout autre. Justement, parce que, déjà, pour qu'il y ait une réalité, il faut qu'il y ait un dialogue. Alors que ce même pays, ce même régime algérien n'a pas tout simplement accepté de collaborer. D'abord, n'a pas accepté de recevoir sur le territoire les institutions compétentes, spécialisées, en plus d'autres manquements de collaboration. Vous voulez réagir peut-être par rapport à cela, et puis aussi rappeler quelques faits.
Le comité contre la torture suspend le dialogue avec le pays. Les rapporteurs spéciaux qui n'arrivent pas à effectuer de visites dans le pays, sans parler de la lutte antiterroriste et d'autres points. Oui, Mustafa Sahimi. Mustafa Tossa a raison. Moi, j'ai suivi le rapport sur place, c'était vendredi, du ministre algérien de la Justice. C'est un texte surréaliste. C'est-à-dire, il a parlé de quelque chose qui était surréaliste, qui ne correspondait pas aux réalités. Et ça a fait l'objet, évidemment, de critiques très fortes de la part des participants. Je voudrais vous donner une indication précise. 2 mois avant la réunion de ce Conseil à Genève, à la mi-septembre, l'ambassadrice américaine auprès de ce Conseil, Mme Betsiba Neil Crocker, avait déclaré et fait part, je cite, des préoccupations des États-Unis par l'utilisation généralisée de lois qui restreignent indûment les libertés d'expression et d'association pacifique pour arrêter les activistes. L'article 87 bis du Code pénal algérien. J'y viens. Et elle avait ajouté ceci, elle a salué, je cite, les courageux militants de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les travailleurs de la presse et d'autres personnes qui disent la vérité au pouvoir et qui prennent le respect des droits de l'homme. C'est accablant, la réquisition. C'est l'ambassadrice américaine qui représente son pays auprès de ce Conseil. Alors, quelle est la situation en Algérie? Je vais vous donner un certain nombre d'éléments. De chiffres peut-être? Combien de militants algériens accusés de terrorisme? Tout à fait. Je vais vous donner un certain nombre d'éléments d'information, puisque j'ai suivi ça de près. D'abord, pour ce qui est des libertés. Tous les rapports font état des entraves qui frappent la pratique des libertés. Il y a 2 partis politiques qui a été interdit pour activité terroriste. C'est une nouvelle loi. Il s'agit du parti Rached et du parti L'Autonomie de la Kabylie. Or, c'est des partis qui ne se sont jamais prononcés pour l'action violente, bien au contraire, ils sont pour l'action électorale, politique et pacifique. Il y a des militants du Hirak, il y en a des centaines qui ont été arrêtés dans des conditions particulières, sans respect des procédures, avec détention, mise au secret, etc. Les libertés d'association et de réunion sont freinées, bloquées, entravées. Pour quel motif? Complot contre l'État. C'est soit terrorisme, soit trahison. C'est-à-dire, vous avez une réunion d'une association, on vient et il y a donc mise au secret parce qu'on vous dit complot contre l'État, c'est-à-dire une criminalisation totale. Il y a 2 partis qui ont été interdits en Algérie, le Parti socialiste des travailleurs et l'autre parti, Union pour le changement et le progrès, interdits pour activités subversives, alors que c'est des partis qui font des réunions, etc. La liberté de religion, elle est menacée, elle est entravée. Je cite l'exemple de trois églises protestantes qui se sont mises sous scellé à Oran. Le droit à la santé, on n'en parle pas. Savez-vous qu'il y a seulement 15% des Algériens qui ont été vaccinés en 2021, 2020, à 2022. C'est le droit à la santé, c'est dans la Constitution et dans les instruments internationaux. C'est-à-dire ce pouvoir, ce régime n'a pas fait ce qu'il fallait pour vacciner les populations. Il n'y a que 15% de vaccinés, chiffre officiel. Les droits des femmes, évidemment, c'est connu. La condition féminine est en totale régression pour ce qui est de l'héritage, ce qui est du mariage, du divorce, la garde des enfants et la tutelle. Et puis, il y a le fait aussi qu'il y a 240 personnes qui font l'objet de poursuites. Il y a des sites électroniques, des dizaines de sites qui ont été fermés par le pouvoir. Il y a des journaux de la presse écrite qui ont été étranglés financièrement parce qu'on leur a coupé le robinet publicitaire, vous savez, notamment Al-Watan, etc. Et donc, c'est une situation tout à fait particulière qui prévaut en Algérie. Il y a aussi le fait qu'il y a une législation d'exception, il n'y a pas d'indépendance de la magistrature. Pourquoi? Le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas indépendant parce qu'il est
il est censé être garant de l'indépendance de la justice en Algérie. Ouais. Ce n'est pas le cas. Il est sous le contrôle direct du président de la République et tous les membres de ce conseil sont nommés par le président de la République. Donc vous voyez que c'est une boucle fermée. Il y a eu des magistrats qui ont été révoqués parce qu'ils ont fait avec honneur leur métier. Pourquoi? Parce qu'ils ont acquitté des manifestants du mouvement Hirak en estimant que les charges n'étaient pas suffisantes. Eh bien, ils ont été sanctionnés, ils ont été révoqués, mis à la retraite. Tout ça pour vous dire que c'est un régime d'exception. C'est un régime d'exception depuis quand? Depuis 3 décennies. On oublie qu'il y a une législation d'exception en Algérie depuis 92, depuis qu'il y a eu donc la fin et la démission du président Chadli et le haut comité d'État qui avait été mis. Ça fait 3 décennies. Et il y a la criminalisation des atteintes à la liberté de presse, à l'association. Il y a la lutte antiterroriste qui est utilisée aussi pour ça. Et il y a aussi le fait que plusieurs experts de l'ONU ont attiré l'attention sur tout ça. J'ajoute 2 éléments encore, si vous le permettez. C'est les politiques racistes et les expulsions collectives de demandeurs d'asile et de migrants subsahariens. On ne le dit pas assez. L'Algérie avait accepté une recommandation en 2007 pour prendre des mesures dans ce sens, etc. Mais elle maintient toujours sa politique d'expulsion des migrants qui sont ramassés dans les villes et qui sont mis à la frontière saharienne, donc avec le Mali. Et ça, c'est important. Alors, l'accusation, c'est quoi? Il y a un ministre qui a dit « Ah, mais ils étaient porteurs du sida ». C'est un ministre qui l'a dit. Et il y a d'autres qui disent qu'ils ont des activités criminelles. Donc tout ça pour vous dire que le tableau est sombre. Pourquoi? Parce que ce régime ne peut fabriquer que de la répression. Il la fabrique dedans, il la fabrique dehors. Vous savez, j'interpelle toujours les différents conférenciers avec l'Algérie qui dit l'autodétermination. Je dis, mais la première des choses, c'est de commencer par l'autodétermination du peuple algérien. Savez-vous comment se sont passées les choses depuis toujours avec l'élection du président Tebboune? Le président Tebboune a été élu en décembre 2019. Comment? Avec 40% de votants. Ça veut dire que 60% n'ont pas participé au vote. Et sur les 40%, combien il a eu? Il a eu 58% de suffrages exprimés avec le concours, la mobilisation de l'administration, etc. C'est donc un président mal élu. C'est un régime qui a un grand déficit historique et politique et structurel de légitimité démocratique. Et il ne peut fabriquer que ce type de politique, c'est-à-dire la répression dehors. Et on va y venir, la répression dans les camps de Tindouf. Je vous fais la transition. Ah, non, oui, merci. Alors, beaucoup de dénonciations à Genève sur les violations des droits de l'homme dans les camps de la honte, Mustapha Tossa. Une énième dénonciation. En fait, ce qui m'amène à la question, d'ailleurs, ces dénonciations ont été faites même au sein de l'ONU par notre représentant permanent Omar Hilal, notamment sur les enfants soldats, mais silence radio plutôt depuis. Donc en fait, grosso modo, que peut faire la communauté internationale pour ces milliers de familles séquestrées dans les camps de Tindouf? Oui, Khadija, mais avant de rentrer dans l'affaire Tindouf, j'aimerais rajouter au bilan qui a été dressé par professeur Sahimi un autre élément qui assombrit l'image de ce régime algérien, c'est cette volonté de poursuivre les activistes et les journalistes, même à l'international. Et on a eu récemment une tentative d'assassinat du journaliste Hicham Aboud, on a eu une tentative de rapt et de kidnapping du journaliste Anwar Malik en Turquie, et on a eu une tentative d'assassinat de youtubeur Amir Dezed en France sur la place de la République récemment. Donc c'est un régime qui non seulement viole les droits de l'homme des Algériens à l'intérieur de l'Algérie, mais aussi qui les poursuit même à l'international. Et tout le processus juridique qu'avait décrit le professeur Sahimi, les Algériens le résument en une phrase. Nous n'avons pas de justice indépendante, nous avons ce qu'on appelle une justice du téléphone. Ça veut dire on téléphone à la justice et elle met celui-là en prison et celui-là il sort de prison. D'ailleurs, la preuve qu'un homme comme Jabbar Mahanna qui était poursuivi, qui était emprisonné pour corruption et pour détournement d'argent public en Algérie est ressorti
brusquement est devenu le patron du renseignement extérieur algérien. C'est vous dire à quel point que l'Algérie est loin, et de très très loin, d'être un pays des droits de l'homme. Les droits de l'homme pour le citoyen algérien qui vit sous ce régime-là est véritablement un luxe. Donc pour revenir au camp de Tindouf, évidemment, et d'ailleurs l'histoire de Tindouf a été le sujet d'un pugilat ouvert entre le ministre de la Justice algérien et le ministre de la Justice marocaine. Le ministre de la Justice algérien, quand un responsable algérien parle dans n'importe quel forum, il faut qu'il parle du Polisario, il faut qu'il parle du Sahara marocain. Et donc, à un moment donné, le responsable algérien avait critiqué, soi-disant, la situation des droits de l'homme dans le Sahara. Et ça lui a valu une réponse qui a fait un grand buzz dans les réseaux sociaux, celle du ministre de la Justice marocain qui lui a dit quand on respecte si peu les droits de l'homme chez soi, on n'est pas habilité à donner des leçons de morale et des leçons de droits de l'homme à ses voisins. Il a utilisé cette formule: quand on a une maison en verre, on ne jette pas une pierre à son voisin, ce qui a révélé la véritable réalité de cette approche algérienne, à savoir une obsession marocaine, quel que soit le forum et quel que soit le sujet. Maintenant, le camp de Tindouf, effectivement, à l'occasion de ce conseil ou même à l'occasion des derniers événements, normalement, ils doivent être sous le feu et sous la lumière internationale, parce que ce qui s'y pratique et ce qui s'y viole comme droits de l'homme dans ces camps-là, ça peut interroger, ça peut choquer toutes les grandes consciences et ça peut être un facteur mobilisateur pour la communauté internationale pour s'intéresser véritablement à ce qui se passe dans les camps de Tindouf. Et l'ambassadeur Hilal a raison de faire un focus sur les enfants qu'en armes, sur les violations contre les femmes, sur les privations de liberté. Ce ne sont pas des réfugiés qui sont là-bas, ce sont des prisonniers à ciel ouvert. Ils ne peuvent même pas avoir le droit de réfugier, le droit de bouger, le droit de voyager. Ils sont prisonniers dans des camps en attendant une solution hypothétique. Donc c'est vrai que ce genre de thématiques doivent interpeller la communauté internationale et doivent interpeller aussi bien les Nations Unies, aussi bien les Européens, qu'à quelques kilomètres de chez eux, il y a une prison à ciel ouvert où on viole quotidiennement les droits de l'homme les plus élémentaires pour des gens qu'on présente comme des réfugiés, alors que ce sont des otages pris par l'armée algérienne. Dernier mot, Mostafa Shami. D'abord, la responsabilité de l'Algérie est totale à deux niveaux. Un, c'est une situation qui est créée dans son territoire. Et tout se passe comme si ce pays, qui est un État souverain, avait délégué une partie de sa souveraineté à un mouvement séparatiste et à des milices armées. C'est ça la situation. C'est-à-dire, voilà un État souverain qui a délégué de fait des attributions, donc qui sont encadrées, mais à des milices armées qui se livrent à des trafics, la grande criminalité, l'immigration clandestine, l'embrigadement des enfants soldats, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la communauté internationale doit prendre ses responsabilités. Pourquoi ? Ça existe. C'est soit le devoir de protéger, soit la responsabilité de protéger. Et sur ce plan-là, c'est le HCR qui est évidemment compétent, mais en même temps le Conseil de sécurité. Oui, mais il faudra bien prendre des mesures coercitives, le cas échéant, pour obliger l'Algérie à accepter une procédure d'identification de ces réfugiés. Ça, il y a des moyens au niveau du Conseil de sécurité, il y a des résolutions qui peuvent être contraignantes et qui peuvent pousser l'Algérie à reconsidérer sa position. C'est une situation qui est tout à fait intenable parce que c'est des milices armées qui sont dans un système et un écosystème sahélien de terrorisme, de participation, de banditisme, etc. Ça, c'est important. Dernière recommandation, si vous le permettez, nous avons des acquis, nous avons des avancées, mais il faut éviter le discours d'autosatisfaction. C'est-à-dire qu'il y a encore des chantiers qu'il faut continuer, qui sont des chantiers sociétaux. Il y a peut-être une nouvelle génération de réformes des droits de l'homme qu'il faut envisager sur l'environnement, sur le changement climatique,
sur des... Vous parlez du Maroc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers et se féliciter des avancées que tout le monde a applaudi. C'est encourageant, c'est positif, c'est bien, c'est un bon bilan, etc. Mais gare à l'autosatisfaction, il y a encore, me semble-t-il, une nouvelle génération de réformes à entreprendre, qui sont des réformes difficiles, sociétales, qui impliquent le dialogue, qui impliquent la concertation, mais qui doivent être menées fût-ce à marche forcée. Fût-ce à marche forcée, cet appel du souverain lors du discours à l'occasion de la fête du trône, c'était le 30 juillet dernier, sur les droits de la femme et cette moudouana qui est peut-être aussi à mettre au goût du jour. Je pensais à ça et je pensais à un autre dossier, la situation des Marocains du monde dans la représentation politique nationale. Eh bien justement, on en a un avec nous, je vais lui laisser le mot de la fin. Merci pour encore une fois cette transition, Mustapha Sribib, Mustapha Tossa, justement par rapport à la participation et aux droits du Marocain du monde à participer dans le nouveau chemin de développement qui est entamé dans son pays d'origine, le Maroc. Oui, c'est vrai, quand vous avez une diaspora importante marocaine, qu'elle soit musulmane ou juive, la diaspora juive marocaine et musulmane à travers le monde, qui sont de plus de 5 millions, il faut qu'il y ait à un moment ou à un autre une représentation dans les institutions du pays. Ça, c'est quelque chose qui est rêvé par tout le monde. Moi, je voudrais terminer sur un petit mot sur la réunion de Genève. Ça a été une occasion d'établir une sorte d'effet miroir. Nous sommes en compétition ouverte avec nos voisins algériens et cet effet miroir est le suivant. Voilà un pays qui est sur une dynamique positive, qui arrache les compliments du monde, et voilà un pays qui est sur une dynamique suicidaire, qui impose des critiques violentes de la part de la communauté internationale. Cet effet miroir est en faveur du Maroc et c'est tant mieux pour le Maroc et les Marocains. Merci beaucoup Mustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir animé ce débat. Merci. Merci à vous également, professeur Sremi, toujours un plaisir. Et puis bien sûr, merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.